On attend un petit peu ou parce que peut-être C'est attendre un peu. bon, c'est diffusé. Un outil d'expression libre des habitants. Nous souhaitons, par la fabrication d'émissions audiovisuelles et sonores, nous approprier les outils de production numérique pour réaliser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en cette période de déconfinement pour une nouvelle émission en ligne. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Tania, Cyrine, Salut. Nawel, Hello. Alexandra, Fedra, mais aussi avec notre invité, Michael Brice. Bonjour à tous. Donc merci d'être avec nous. Donc Michael, donc, qui est un auteur niçois qui a récemment publié un livre, Contre toute attente. Donc, suite à notre dernière émission sur le thème de la culture, cette fois, nous avons choisi d'explorer le monde du livre et de l'édition en général. Donc, comment devient-on auteur? Quels sont les problèmes rencontrés par les auteurs et le monde de l'édition en cette période si particulière? Quel est l'intérêt des livres en cette période difficile? Et enfin, quel est l'impact du numérique sur l'industrie du livre? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre, ou du moins vous faire réfléchir, tout au long de cette émission. Donc pour commencer, je vais demander à notre invité de se présenter en quelques mots. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Michael Brice. J'ai 27 ans et je suis enseignant. J'enseigne l'italien et la culture générale dans les études supérieures. Et je viens juste de sortir mon nouveau livre, Contre toute attente, aux éditions Edilivre. Merci beaucoup. Et comment est-ce que tu as vécu cette période de confinement? Alors, à vrai dire, bien. Je sais que beaucoup l'ont mal vécu, mais pour ma part, j'ai pas. Enfin, ça a été un avantage car justement, j'ai continué à travailler. J'ai eu la chance d'être toujours occupé, de continuer à travailler grâce au télétravail, donc comme un bon nombre de Français. Mais en plus de cela, j'ai pu faire justement de sacrées économies de temps justement dans les transports. Donc, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Donc, j'ai été un peu plus reposé effectivement pendant le confinement. Voilà. J'espère que vous l'avez tous bien vécu aussi. Et en tant qu'auteur, quel est ton regard ou tes réflexions sur la situation actuelle? Alors, c'est une situation inédite, que ce soit pour la France, mais également à l'international. Et c'est ça qui est très intéressant et c'est ça qui est surtout très inspirant, justement. Donc, il y a de matière, il suffit pour un auteur justement de bien regarder, de bien observer, de bien analyser, mais d'être ancré, de vivre la situation, mais aussi avoir un peu de recul sur les choses justement. Et je pense que ça peut faire l'objet d'un bon livre également. Pourquoi pas? Donc aujourd'hui, pour tenter de comprendre ce monde de l'édition, mais aussi ses évolutions, on va déjà commencer par essayer de comprendre la manière dont on devient auteur. Donc, je vais laisser la parole à Fedra qui va nous définir ce qu'est un auteur et comment aujourd'hui n'importe qui, s'il le souhaite, peut réussir à publier un livre. Aujourd'hui, je vais vous parler des artistes auteurs. Je vais d'abord définir avec vous qu'est-ce qu'un auteur et comment faire quand on est auteur débutant pour pouvoir publier son livre. Déjà, l'auteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui écrit une œuvre littéraire, peu importe le genre. Il faut qu'il ait créé une œuvre originale et qu'il ait les droits dessus. En littérature, l'auteur est appelé écrivain, mais il peut avoir différents noms. Je vais vous lire une définition sur comment être un auteur aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut devenir auteur, c'est pas compliqué, parce qu'on a un panel de choix. Mais si on veut être publié dans une édition traditionnelle, il faudra être patient, parce qu'il y a beaucoup
de gens qui écrivent et peu d'élus. Déjà, on va voir les trois modes d'édition, donc, et leurs inconvénients et leurs avantages. Déjà, il y a l'édition à compte d'auteur. C'est considéré comme des prestataires. Les avantages, c'est qu'on peut être lu, mais les inconvénients, c'est que les prix sont assez chers, entre 3 000 et 10 000 euros environ. Là, nous allons parler du compte d'éditeur, qui est un mode de publication de livres qui consiste à publier son livre après avoir été sélectionné par un comité de lecture. Il existe 3 sortes de maisons d'édition, les petites, les moyennes et les grandes. C'est celle-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple des éditions Flammarion. Les avantages d'être publié dans ce genre de maison d'édition, c'est bénéficier du prestige de cette maison d'édition, avoir un plus grand réseau de diffusion, car on peut être, par exemple, c'est Hachette, on peut bénéficier de plus de promotions, plus de télévision, plus de radio nationale, voire internationale. Les inconvénients dans une maison d'édition traditionnelle, c'est qu'on a environ 9% de droits d'auteur. L'auteur va céder ses droits 60 ans après sa mort et les ayants droit ne pourront pas facilement renégocier le contrat derrière. Et aussi, pour un jeune auteur, c'est difficile d'être publié dans ce genre de maison d'édition parce qu'il y en a beaucoup qui envoient leurs livres, mais il y a une grande sélection. Après, il y a une autopublication. L'autopublication permet de prendre soi-même en charge par le biais d'entreprise sans avoir besoin d'une maison d'édition. Elle est une alternative à l'édition traditionnelle. Dans ce genre de maison d'édition, il existe un éventail large. Moi, je vais prendre l'exemple d'Amazon. Là, les avantages sont l'auteur garde l'intégralité de ses droits d'auteur car il gère tout de A à Z, la fabrication jusqu'à la promotion. Il touche une plus grande part d'argent, 70% à peu près. Et sur Amazon, il est facile de créer son livre car on peut charger un petit guide. Les inconvénients sont que c'est uniquement distribué par Amazon, le manque d'accompagnement éditorial. Il est impossible de trouver son librairie, du coup, de pouvoir participer à des dédicaces parce que Amazon et les librairies physiques ne font pas de partenariat. En deuxième point, on va voir quels sont les inconvénients et les avantages d'être édité en papier ou en numérique. Publier son livre en papier, les avantages, l'auteur aura plus de facilité à faire des dédicaces en librairie et être en contact direct avec son public. Les inconvénients, c'est être noyé dans la masse de livres parce que de plus en plus, il y a beaucoup de livres sur les étals. Là, on va parler de publier son livre en numérique. Les avantages, toucher un public qui considère que les livres papier sont plus chers, car le prix d'un livre numérique est environ de 2 euros environ, ce qui permet de toucher un plus large public. Les inconvénients, se couper d'une partie des lecteurs, ceux qui sont réfractaires au numérique. Donc, nous avons aussi d'autres moyens de pouvoir être publié. L'auteur peut se faire connaître par des appels à nouvelles. Parfois, elles sont créées par des maisons d'édition traditionnelles qui veulent connaître de nouveaux auteurs, mais qui ont peur de publier. Après, on peut aussi être publié sur Wattpad, qui offre un large panel. Et ça permet aux éditeurs de voir si on a un public, commenter, liker. Plus on va avoir de commentaires, de liker, plus on a des chances de toucher des grandes maisons d'édition. En conclusion, de nos jours, l'auteur peut décider de publier son livre soit
soit en passant par une maison d'édition, soit en recourant à l'autopublication. Mais si l'auteur décide d'être publié en autopublication, il devra faire la promotion, la communication, les corrections orthographiques à sa charge. Donc, être polyvalent. Il devra assumer aussi ses choix éditoriaux. Par contre, s'il décide de passer par l'édition traditionnelle, il devra s'armer de patience entre 3 mois et 1 an, voire plus. Après, il devra faire un choix entre le papier et le papier qui est une valeur sûre dans le monde littéraire ou le numérique qui est en pleine expansion. Merci de m'avoir écouté. Quentin, je te redonne la parole. Bah, merci beaucoup Sarah, pour ton intervention. Donc j'en profite pour dire donc s'il y a des gens qui nous suivent directement sur Facebook, donc n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions, que ce soit par rapport aux chroniques ou des questions pour Michael. Donc juste une Merci petite Valentin, précision, merci Valentin de nous suivre. juste une petite précision pour Wattpad. Donc tout le monde peut tenter d'écrire quelque chose. Donc c'est une application que vous pouvez retrouver directement en ligne. Et donc, maintenant, je poursuis. Donc, on a bien vu, grâce à Phèdra, qu'il y avait un large panel de possibilités pour réussir à publier. Donc, là, maintenant, je voudrais avoir le témoignage de Michael, justement, par rapport à ça, savoir pour toi, comment est-ce que ça s'est fait, en fait. Alors, ce que j'ai fait pour le tout premier livre, À la lueur de demain, j'ai postulé, enfin du moins, c'est comme en fait une candidature, sauf que maintenant c'est en ligne. Donc, j'ai envoyé mon livre en ligne à 5 maisons d'édition parce qu'au début, je n'y croyais pas vraiment, à vrai dire. Donc, j'ai testé 5 maisons d'édition. J'ai eu de la chance, j'en ai eu 2 qui m'ont répondu favorablement et j'ai choisi plutôt Edilivre car j'ai vraiment bien étudié la ligne éditoriale des 2 maisons d'édition qui avaient accepté et c'était plus celle d'Edilivre qui me convenait. Edilivre propose un peu plus de liberté. Après, chaque maison d'édition est différente, chaque maison d'édition propose quelque chose de différent. Donc voilà, c'est un peu comme si on cherchait du travail, mais tout se fait en ligne. Donc, à présent, il faut tout envoyer, il est préférable de tout envoyer en numérique et de croiser les doigts et d'attendre une réponse. Mais ce n'est pas systématique. Donc, si on a de la chance, on a effectivement une réponse, même si c'est négative, mais ce n'est pas le cas dans toutes les maisons d'édition. Voilà. Et j'ai de la chance car du coup, quand on a un contact, effectivement, après un premier roman, c'est plus facile peut-être de sortir le deuxième. Donc, effectivement, il y a toujours un comité de lecture, mais c'est déjà un peu plus facile. Le plus dur, c'est d'y entrer. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, le petit livre. J'ai une question, moi, pour toi, Michael. Je voulais juste te demander combien de temps ça a pris entre le moment où tu as envoyé ton manuscrit, enfin ton livre, et le moment où ils t'ont répondu. Est-ce que c'était long, l'attente? Alors, oui et non. Quand on prend du recul, moi, ça a pris 3 semaines. Donc, 3 semaines, techniquement, pour un auteur, oui, c'est long. Mais en soi, par rapport à d'autres maisons d'édition, non, parce que certaines prennent 6 mois, parfois 1 an, voire on peut aussi ne jamais avoir de réponse. Donc, 3 semaines, j'ai eu de la chance d'avoir des maisons d'édition assez réactives. Ok. C'est tout pour moi. On a envoyé, je pense, le numérique qui fait beaucoup et je pense qu'il y a déjà des pré-critères de sélection qui font que ça peut accélérer le processus. Le sujet également, etc., par exemple. Du livre. Le sujet également du livre, non, parce que en fait, c'est une chance quand même d'être suivi par une maison d'édition et souvent les auteurs nous disent que c'est très compliqué, en tout cas pour le premier livre.
Oui, alors pour le premier livre, oui, surtout que il y a tout le processus éditorial. Donc déjà, être accepté, c'est déjà difficile dans un premier temps. On croit que tout est fini, qu'après on n'a plus rien à faire, mais en fait, le métier d'auteur aujourd'hui, ce n'est pas seulement justement d'écrire un livre, d'être accepté par une maison d'édition et point barre. Ensuite, c'est ça que justement j'aimerais en fait éclairer grâce à cette émission, c'est qu'aujourd'hui, auteur, ce n'est pas comme au 19e siècle. Aujourd'hui, il y a tout le suivi avec la maison d'édition, tout le processus, les étapes. Et c'est ensuite faire la promotion après la sortie du livre. Et une promotion qui est un peu plus longue, car quand il y a une sortie d'un film, ça peut durer 2 mois, 3 mois. Quand il s'agit d'un livre, ça peut durer 2 ans à 3. Donc, je voulais poser une question. Quel conseil as-tu à donner justement pour la promotion? Parce que beaucoup de jeunes de nos jours pensent qu'écrire un livre, il faut juste l'écrire, le publier et plus rien faire derrière. Quel conseil as-tu à donner pour la promotion? Alors, beaucoup de réseaux sociaux. L'air de rien, c'est une chose bête, mais poster sur les réseaux sociaux. Je crois que je n'aurais pas eu les 3/4 de mes ventes si justement je ne postais pas sur les réseaux sociaux. Grâce à Edilibre, j'ai beaucoup de chance car je peux voir mes ventes 24 heures après. Ensuite, si ça passe par des réseaux partenaires comme Fnac, etc., je le vois une semaine après. Mais je ne vais pas assister aux ventes, aux chiffres des ventes, donc presque en temps réel. Et il suffit que je ne poste pas, ne serait-ce qu'une seule journée, je vois qu'il y a tout de suite moins de ventes. Donc, c'est impressionnant comment, en fait, les réseaux sociaux ont une ampleur impressionnante et surtout dynamiser, ne pas hésiter à dynamiser. Une personne, elle va voir un post 1 fois, 2 fois, 3 fois et quand elle va hésiter justement pour son livre de plage, ben, comme elle aura vu 100 000 posts sur, justement sur le livre-là, ça va être instinctif et c'est le livre-là qui va lui arriver en mémoire. Communiquer par rapport aux réseaux sociaux, prendre contact avec les journalistes aussi, ne pas hésiter à les harceler aussi parce qu'ils sont très occupés et faire le nécessaire, ne pas hésiter à aller à la rencontre des autres personnes et y croire à fond en fait. À partir du moment où on croit à son livre, c'est ne pas hésiter à y aller et faire le nécessaire pour. Merci beaucoup pour ton témoignage. Du coup, maintenant, justement, je vais laisser la parole à notre deuxième invité qui est arrivé entre-temps. Donc, Madame Jab, qui a participé à l'élaboration du livre Gigi et les fourmis et qui va nous expliquer, du coup, après s'être présentée rapidement, comment elle a réussi à écrire son livre et à le publier. Bonjour Jemila. Bonjour, voilà Jemila, je suis la maman de Jab Amel. Donc c'est Jab Amel qui a écrit le livre Gigi et les fourmis. Et moi, en fait, j'ai raconté. C'est une histoire que je raconte depuis très, très, très longtemps, depuis depuis mes 4 ans. J'ai toujours cru en cette histoire qui m'est venue à mon enfance et je l'ai toujours racontée autour de moi, ma famille, mes enfants, mes amis. Et récemment, ma fille, son mari a eu le cancer en décembre. Ma grande fille qui a 31 ans aujourd'hui a eu le cancer qui est un cancer très lourd, c'est-à-dire orphelin. C'est un cancer qu'il n'y avait pas de traitement. Et en fin de vie, et il était très mourant, très fatigué pendant le confinement. Et donc, je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit, écoute, cette histoire, tu dois l'écrire, écris-la et tu verras, ça va t'aider. Alors, pendant qu'elle s'occupait de son mari, pour s'évader par moment et pour avoir un moment de force, en fait, elle se recueillait sur l'écriture et elle écrivait. Elle écrivait. Et elle me dit, je veux écrire le livre pour raconter l'histoire de mon mari, de ce que je vis. Mais je n'arrive pas parce que je ne sais pas ce que c'est la fin. Je ne sais pas. Alors, je lui dis, écoute, écris pour ne pas oublier chaque chose que tu vis. Et à côté, écris mon histoire, la petite histoire que je vous ai racontée quand vous étiez petit. Celle-là, elle va t'aider justement à rester solide et en même temps forte pendant le moment de
du confinement et pendant cette épreuve qui est très difficile parce qu'elle avait l'école à gérer pour ses 2 petits-enfants et en même temps, la douleur et la souffrance de s'occuper de son mari qui était mourant. Donc, moi, je lui racontais l'histoire en audio par WhatsApp et elle écrivait. Et elle a écrit. Et finalement, elle l'a publié sur Amazon. Et donc, elle a fait les illustrations elle-même. Elle a tout fait elle-même. Je lui ai juste raconté en audio. C'est pour ça que sur la page, on voit bien que écrit par Jab Amel et Jab Jamila. Voilà, donc... oh mince. Ah oui, on voit le livre, exactement. Voilà, c'est le livre, la couverture. Et voilà, c'est parti comme ça. C'est comme ça. Ça a été spontané, ça a été naturel. C'était avec un moment d'amour. Et elle a commencé par cette petite histoire. Et aujourd'hui, elle est en train d'écrire le livre qui raconte l'histoire de la maladie pour les enfants. Et aujourd'hui, il est décédé le 26 mai. Nous l'avons enterré il n'y a pas très longtemps. Nous sommes encore en deuil. Et ma fille, c'est pour ça qu'elle n'est pas présente aujourd'hui avec vous et qu'elle a eu du mal. À plusieurs reprises, on a essayé de prendre rendez-vous avec la personne qui travaille avec vous, qui nous a mis en relation et qui est une amie à nous. Et donc, après, je lui ai proposé que je pouvais, moi, faire la visio avec vous en direct et par la suite, ma fille reviendra vers vous prochainement quand son livre sera prêt. Toutes nos condoléances. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et vous pourrez dire qu'on a parlé du livre à votre fille. Et on est de tout cœur avec vous, puisque Cyril nous est au courant, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Puis, une fois que son livre sera écrit et sera diffusé, je ne sais pas comment elle va le publier. Est-ce que ça sera dans une maison privée ou est-ce que ça sera ou ça sera avec Amazon? Je ne sais pas encore comment ça va. C'est vrai qu'elle a besoin de se renseigner beaucoup parce que c'est la première fois qu'elle a écrit. Donc, elle a commencé par cette petite histoire parce qu'elle l'aidait bien dans sa douleur et dans sa tristesse avec ses enfants. Mais la réalité, c'est à la base, elle voulait vraiment écrire un livre par rapport à la maladie qui est 1%, un cancer qui est 1% dans le monde. Et ça s'est passé ici, sur la Côte d'Azur, à la Cassane, et après à Monaco, bien sûr, la suite avec professeur Garnier. Mais c'est une maladie qui est un cancer rare, très rare. Surtout pour un jeune de 33 ans, encore plus rare. Ça a pu être vu pour des personnes très âgées, mais très rares. Et voilà, donc aujourd'hui, on est avec elle, on la soutient, on partage tous les moments ensemble avec les enfants parce qu'il a laissé 2 enfants, un garçon et une fille. Et aussi, ce livre, il va être écrit parce qu'elle a bien avancé. Une histoire pour les enfants, du coup, Gigi et les fourmis. Oui, ma sœur, voilà ma sœur, tu m'as présenté. Du coup, voilà, on parlait de Gigi et les fourmis, donc c'est une histoire pour enfants. Et elle a fait le choix de l'édition sur Amazon et elle me disait en fait tout simplement que la maison d'édition, c'est très compliqué. Elle m'a dit qu'elle a fait le choix d'Amazon parce que du coup, il suffisait juste de commander le livre et Amazon nous le livrait directement. Donc, elle disait que c'était plus économique et écologique aussi. Donc, c'est pour ça que pour son premier livre, elle a trouvé cette solution beaucoup plus facile et abordable. Et elle s'est dit que peut-être pour le prochain, dont Jamila vous parlait, le prochain livre qui va parler de la maladie de son mari, elle va plutôt choisir une maison d'édition. C'est vrai que quand on passe par Amazon, on n'a pas forcément la visibilité qu'on a dans une maison d'édition. Et pour la promotion du livre, elle doit se débrouiller toute seule. Du coup, elle ne sait pas trop comment gérer, mais elle est pareil, hein, elle pense que les réseaux sociaux, ça va être un atout. Par exemple, Michael, sur cette question d'éditer un livre pour aiguiller Amel aussi sur son prochain livre, est-ce que si on fait imprimer notre livre, on a le droit de démarcher, nous, les librairies, pour que le livre soit en vente? Comment ça se passe? Alors,
Dans ce cas-là, alors ça dépend si effectivement ça passe par Amazon ou pas. C'est vrai que c'est le mot qu'il ne faut pas dire en librairie. Ils sont assez justement frileux par rapport à ça. Mais quelqu'un qui fait justement imprimer son livre, il faut effectivement qu'elle démarche les librairies et il faut voir si certaines librairies désirent coopérer parce que ça dépend en fait de la librairie en elle-même. Chaque librairie, on va dire, est différente, a une réglementation différente. Certains vont préférer mettre en avant des auteurs locaux, si on peut dire. D'autres, au contraire, plutôt nationaux. Certains aiment mélanger, certains prennent de nouveaux auteurs, d'autres préfèrent ne pas prendre de risques. Mais elles Donc, sont indépendantes sur la décision, en tout cas. ils sont indépendants sur la décision. Donc, ce n'est pas à cause, disons, ce n'est pas parce qu'une librairie a dit non que celle d'en face dira non aussi. Il ne faut pas hésiter à toutes les rencontrer et présenter son projet. Le mieux, je pense, dans ce cas-là, c'est de participer à des salons du livre. Puisqu'à Nice, on a des petites librairies très sympathiques, notamment la briqueterie qui se trouve dans le Vieux-Nice et les ateliers illustrés pour les livres d'enfants, justement, qui sont au port. Et Camille, qui est à l'initiative de l'ouverture de cette librairie, fait beaucoup d'ateliers aussi avec les enfants pour leur permettre d'être plus de découvrir des livres, puisque c'est pareil, il y en a énormément et il faut aussi être en veille autour dans cette question du livre. Donc, il faut soutenir les librairies. Moi, je sais que la FNAC, souvent, il y a énormément de choix, mais c'est quand même pas mal d'essayer de soutenir ces petites librairies puisque souvent les gens achètent maintenant. Regarde, au niveau de la crise, c'était quand même, au niveau du confinement, c'était quand même complètement paradoxal, puisque les petites librairies n'avaient pas le droit d'ouvrir, alors que les grandes surfaces vendaient du livre. Voilà. Et pour la question d'Amazon, Amazon à l'origine a été quand même un site plateforme qui a permis un grand nombre de livres en accès, quoi. C'est-à-dire que le livre que tu cherchais, souvent tu l'avais sur cette plateforme. Maintenant, ils vendent de tout. Et c'est assez contradictoire puisqu'effectivement, c'est de l'achat en ligne et en même temps, on a l'impression, Jemila pourra peut-être nous préciser ça, qu'il est très simple pour un auteur de mettre en ligne son livre. Le son est coupé. Ouais. Débloque le son, Jemila. Attends, c'est moi, je suis en train de… Vas-y, là. Non, attends. Ah, c'est bon. C'est bon. Voilà. Non, j'ai recoupé. Mince, j'ai recoupé. Ah, tu l'as recoupé, oui. Rétablir le son. Là, voilà, c'est bon. C'est bon. J'ai bien entendu. Oui, c'est beaucoup plus facile, c'est vrai. Par Amazon, ça a été beaucoup plus pratique parce que c'était pas coûteux. Et puis sur le sens où on fait pas des grandes commandes, c'est vrai que c'est à l'achat de chaque client que le livre va être préparé. Voilà, c'est ça. Commandé, bien sûr. Après, je pense qu'il faut aussi se dire que Amazon, comme l'a dit, je pense que c'est Fedra tout à l'heure, c'est une plateforme où tout un million d'ouvrages se noient dans cette offre pratiquement abyssale. Il y a énormément de choix. Donc, le vrai atout de chaque écrivain, comme l'a dit tout à l'heure Michael Brice, c'est de faire soi-même sa propre communication et donner vraiment une âme au livre, faire une sorte peut-être de book, comme le font les modèles, c'est-à-dire expliquer comment il a été écrit. Moi, j'ai été vraiment touchée par vos mots et par la naissance de ce livre qui est quand même… qui est assez… J'ai 49 ans, il existe depuis l'âge de mes 4 ans. Donc, mais ça, il faut l'expliquer.
C'est ça C'est qui un fait la réel beauté atout. du livre. C'est un réel atout de se dire que voilà, ce livre est finalement l'aboutissement d'un cheminement de dizaines d'années et d'une éducation, et c'est quelque chose qui a apporté énormément à des dizaines de personnes, et aussi peut-être pas une solution, mais en tout cas une manière de faire un deuil et de l'accepter, surtout par l'écriture, par le dessin, par le fait de compter quelque chose. Donc ça, faut l'expliquer, je pense, par un book, par une sorte de dossier de presse, et de démarcher comme ça les libraires, pas forcément pas leur vendre un livre, mais leur vendre vraiment une histoire, de leur vendre vraiment quelque chose une histoire vraiment. Leur dire, voilà, je ne vous vends pas un ouvrage là aujourd'hui, je vous vends vraiment une histoire, mon histoire, qui a commencé il y a quelques dizaines d'années. Et voilà, et aujourd'hui, c'est l'aboutissement. C'est ça que je voudrais raconter à vos lecteurs et promouvoir aujourd'hui. Est-ce qu'on concrétisera avec le prochain livre? Voilà, exactement. Mais celui-ci aussi, Gigi la fourmi, il a une âme, vraiment. C'est une histoire vécue, ressentie à travers de toute ma vie, en fait. C'est une histoire avec laquelle je me suis accrochée à la vie, au bonheur. Et j'ai apporté avec cette histoire, j'ai avancé dans ma vie pour moi et pour mes enfants. Et pour les personnes autour de moi, c'est plein d'amour, en fait. Bien, bravo, en tout cas. Voilà, parce que bon, ça parle aux animaux. Et j'ai la chance parce que j'ai un de mes petits-enfants qui est un peu comme moi. Donc, il est passionné, mais passionné par les fourmis, par les insectes. Et il est vraiment toujours à la recherche des insectes pour leur parler, pour leur donner de la nourriture. Donc, quand je le vois, quand il vient, ben, je suis toute épanouie parce que je me dis, tiens, il y en a un comme moi. Voilà, donc c'est vraiment une histoire pour enfants, pour les faire rêver, pour leur dire que les insectes, c'est des êtres vivants, qu'ils ont besoin qu'on les respecte, qu'on leur donne un peu de temps pour les regarder, comment ils vivent, comment ils avancent dans leur vie. Et là, c'est merveilleux. Voilà. Donc, c'est vraiment... c'est plein de bonheur, en fait. Voilà, bravo, en tout cas. J'espère qu'on va pouvoir le lire. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Peut-être organiser aussi un café littéraire pour expliquer. Complètement. Ça, quand on aura le droit. Oui, quand on aura le droit de se regrouper, avec plaisir. On n'attend que vraiment. ça. Puisque on le fera ensemble. Le quartier général de Ligne 16, c'est au 109. Vous voyez, dans les anciens abattoirs de la ville de Nice. Maintenant, oui, c'est un... Oui, je vois. Oui, ils font beaucoup de formations là-bas. Oui. Avec Michael également. Moi, je vais vous parler d'un autre livre. On pourrait très bien organiser une sorte de rencontre en physique. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Je ramènerai des petites fourmis en même temps. Et moi, je vous ramènerai des photos de mon agneau qui s'appelle Richie. Mais bon, il est au Maroc, je ne pourrais pas vous l'emmener. Ah, d'accord. Avec plaisir. Hein. Une belle rencontre. J'ai hâte de vous voir et de passer ce moment avec vous merveilleux autour d'un café. Avec grand plaisir. Moment de partage et de bonheur. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Hein. C'est gentil. Moi, j'avais juste une question. Oui. Oui. Est-ce que le fait de publier sur Amazon, c'est la rapidité qui a fait que vous avez choisi Amazon, entre autres? Exactement. Parce que j'ai l'impression quand même que c'était comme tant qu'elle n'avait pas fini, son livre, tant qu'il y avait un espoir pour son mari, j'ai l'impression, si j'ai bien compris. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, qu'il y avait un espoir quand même dans ce livre. L'espoir, il reste toujours, on espère. On espère un miracle. Voilà, et que j'ai l'impression. Alors, en attendant, elle a fait les fourmis, parce que les fourmis, c'est une histoire de bonheur, de joie, de vivre, de partage avec la nature, avec la vie. Et en attendant, et elle ne savait pas la fin, parce qu'elle disait, la première page, c'est un espoir, oui, c'est un espoir.
Et c'est vrai que pour le livre qu'elle ait préparé, la couverture qu'elle avait fait, papa est malade. Mais aujourd'hui, elle m'a dit, maintenant, je suis obligée, maman, de changer cette couverture. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, c'est fini. Alors, je vais marquer juste papa. Voilà, parce que je ne savais pas la fin, elle m'a dit, je ne savais pas la fin. Aujourd'hui, je la connais la fin depuis le 25 mai qu'il est parti. Nous l'avons enterré quelques jours après. Et aujourd'hui, elle connaît la fin. Et aujourd'hui, elle a du mal, elle est encore dans le deuil, elle est encore triste. Elle se recueille encore au cimetière avec ses enfants. Et c'est vrai que ce livre d'espoir, et il était là pendant la maladie. Aujourd'hui, il restera toujours, parce que c'est son premier livre, malgré tout, c'est son premier livre. Et l'espoir, il faut que ça reste toujours l'espoir pour tout le monde. Parce que, voilà, faut pas sombrer non plus, il faut revenir Très bien, super. de continuer Ah, mince, ça a coupé. Non, excusez-moi. Non, c'est bon. Ah. Non. Bon. De toute façon, Quentin enchaîne sur Oui, bien sûr. la voilà, parfait. Je voulais juste dire, donc, il faut merci. continuer toujours avec le bonheur. Merci à vous. Merci. Merci pour ce témoignage très, très touchant. Ma fille, moi-même, parce que ça me tenait à cœur aussi, parce que c'est vrai que c'est mon histoire à la base. Les Gigi et les fourmis, c'est mon histoire racontée par ma fille, écrite par ma fille, racontée par moi-même. Mais c'est comme si c'était une berceuse que je racontais à ma fille pour la soulager de sa douleur. Voilà, c'était ça un peu. Voilà, c'était ça en fait. Et je continuerai toujours à être là pour elle, pour l'aider, pour ses enfants qui sont orphelins aujourd'hui de leur papa. Je suis là, je resterai présente pour les aimer, pour leur apporter mon soutien. Et quand elle sera debout, elle sera forte pour revenir, pour écrire, pour terminer et mettre en place son livre qui raconte son histoire et l'histoire de son mari et ses enfants. Je serai à côté d'elle aussi. Voilà. Et je vous remercie d'avoir permis à ma fille de parler de son livre et de son histoire. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, ne partez pas. J'entends pas. Vas-y, Quentin. Je les entends pas. Donc, ça montre bien que ce livre, finalement, c'est bien plus qu'un livre. C'est quelque chose qui a permis de traverser une épreuve très, très douloureuse, laquelle on ne peut même pas imaginer. Donc, justement, je pense que c'est l'occasion de redonner la parole à Noël pour qu'elle nous parle du livre de Michael, parce que justement, dans ce livre aussi, il parle d'épreuves difficiles, parce qu'il prend comme contexte les attentats de Nice. Donc, je te laisse la parole, Noël. Merci, Quentin. Écoutez, moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de notre invité, Michael Brice, et de son livre, donc, Contre toute attente. Voilà, c'est là. Je vais être assez brève. Je vais poser simplement 3 questions assez simples, et à la fois, j'attends des réponses un peu compliquées, en tout cas assez riches. 3 questions, dont la première est celle-ci, donc Michael. Donc, pour écrire ce livre, tu as pris la référence de Dante, de l'enfer de Dante, qui est un livre qui a trait beaucoup dans la psychologie, qui est assez lourd, qui est assez dur à écrire, en plus d'un contexte, comme l'a dit Quentin, assez lourd pour nous, niçois, et pour encore une fois le reste du monde, donc les attentats de Nice. Personnellement, j'y étais, tu y étais aussi, et d'autres personnes, je pense, dans l'équipe étaient présents ce fameux soir du 14 juillet. Tu as pris comme référence donc Dante, et tu as coupé tous tes chapitres un peu comme le nom des 9 cercles de l'enfer, donc à savoir les limbes, la luxure, la gourmandise, l'avarice, la colère, l'hérésie, la violence, la ruse et la tromperie, ainsi que la trahison. Donc ça, c'est la structuration de ton livre. Pourquoi as-tu fait ce choix-là d'apporter dans le tragique pour ton second ouvrage, du tragique avec Dante et avec
les 9 cercles de l'enfer de Dante. Alors, pour moi, je voulais vraiment faire un parallèle avec cette œuvre qui s'appelle L'Enfer. Dante a écrit un recueil de 3 grandes œuvres qu'il appelle la Divine Comédie, donc où il y a le paradis et l'enfer, justement le paradis, le purgatoire et l'enfer. Et je voulais faire justement un parallèle entre l'enfer psychologique des survivants des attentats et l'enfer décrit par Dante. Voilà, pour moi, c'était quelque chose qui avait du sens. Et l'œuvre, en fait, je tenais à préciser, l'œuvre n'est pas écrite, ne tourne pas autour des attentats. En fait, l'œuvre tourne surtout sur les effets psychologiques des survivants, c'est-à-dire les attentats ne représentent que le premier chapitre de l'œuvre, car comme mon personnage le dit justement dans son livre, les médias ont beaucoup parlé de l'événement lui-même, les médias ont beaucoup parlé de la solidarité qu'il y avait eu entre les Niçois, mais ils ne se sont pas attardés justement sur les effets psychologiques. Donc pour moi, ça avait du sens et je voulais vraiment laisser un témoignage littéraire cette fois-ci, non plus historique, mais littéraire par rapport à cela. Et pour moi, ça avait du sens justement de le faire de manière structurée, de faire ce parallèle déjà entre l'enfer de Dante et l'enfer psychologique des survivants. Et je voulais le structurer d'une manière ensuite à ce que les étapes aient un ordre logique. Et justement, j'ai suivi ce modèle de l'enfer de Dante. D'accord. Justement, ma seconde question a trait justement au côté psychologique, particulièrement en ce qui concerne la domination et l'emprise psychologique. L'enseignement que j'ai reçu en finissant ton livre, personnellement, je pense jamais en avoir été la victime, mais en lisant, en parcourant ta nouvelle, je me suis vraiment rendu compte que l'emprise psychologique n'est pas binaire. C'est-à-dire que ce n'est pas soit noir, soit jaune. Quand on lit la relation entre Loïc et Fabien, on comprend au fil de l'eau que où on ne comprend pas, du moins, il y a une sorte d'ambiguïté entre le fait de savoir qui est le dominant, qui est le dominé. Au début, c'est l'un. Bah, je ne vais pas donner les noms pour ne pas spoiler. Au début, c'est l'un d'eux. Après, vers le milieu, c'est quelqu'un d'autre. Après, vers la fin, on pense avoir compris l'histoire. Et la chute, n'importe nawak. On ne comprend rien du tout. Mais c'est très bien, attention, c'est de cette manière que tu arrives à accrocher le lecteur, parce que justement, on est tenu en haleine dans cette relation qui est très ambiguë, qui est très instable, que ce soit pour Fabien, pour Loïc, et tout en gardant cette aura de la maman derrière. Donc, on sent bien l'italien. Hein, voilà, on sent bien pourquoi aussi tu as pris Dante pour référence, qui est un peu de référence littéraire italienne. Mais voilà, c'est vraiment l'enseignement que j'ai eu de ton livre, et je voulais que tu nous parles un peu plus de cette relation, parce que moi, mon gros problème avec les nouvelles, c'est que je sors à la fin de chaque nouvelle que je lis avec pas de problème, en tout cas avec plus de questionnements que de réponses, parce que c'est très court. Donc, je veux que tu nous en dises un peu plus sur cette relation, pas conflictuelle, je n'irai pas jusque-là, mais voilà, dis-en-nous plus sur ces deux personnes-là, sur ces deux personnages-là, qui sont à la fois riches, surtout pour Fabien, mais qui sont assez... par la manière dont tu as dessiné le personnage de Loïc, on comprend qui il est au fil de l'eau et surtout vers la fin, mais en fait, non. Donc, explique-nous le bin, s'il te plaît. Alors, merci. Effectivement, en fait, je voulais décrire d'une chose, on va dire, plus générale, ce moment où parfois certaines personnes prennent avantage, je veux dire, de ces moments de faiblesse que peuvent ressentir certaines personnes. On ne peut pas se sentir fort tous les jours. Certaines personnes le découvrent, le savent et en tirent avantage justement.
Donc là, on entre carrément dans l'intimité justement d'un couple et on voit que parfois, à trop vouloir bien faire, justement, à trop vouloir protéger, on étouffe. Donc, c'était la relation que je voulais décrire déjà entre Fabien et Loïc. Loïc. Et il y a cette fameuse justement problématique de la promesse qui vient envenimer un peu tout ça. Et j'avoue qu'au fur et à mesure de l'histoire, j'étais assez surpris. Et car d'habitude, quand j'écris une histoire ou quand j'écris un livre, je connais le début, je connais la fin et je connais les étapes également intermédiaires, mais je sais en général où je vais. Ensuite, je prends le temps qu'il faut, mais en général, je sais où je vais. Alors que là, avec cette histoire, je ne savais pas du tout où j'allais. C'était comme si les personnages, justement, me racontaient au fur et à mesure leur histoire. Et je m'étais mis au défi, justement, de faire plusieurs rebondissements. Donc, le format de la nouvelle exige un rebondissement au moins à la fin. Moi, je me suis donné comme défi d'en faire à tous les chapitres. Donc justement, c'est pourquoi il y a justement cette relation de dominant-dominé qui change au fur et à mesure et qui change la donne. Et montrer ensuite, ce que je voulais montrer avec cette histoire, c'est que une personne peut apparaître faible justement dans un moment ensuite difficile, comme on en a parlé tout à l'heure, mais elle peut très vite tirer des leçons de son enseignement et revenir plus forte que jamais. Voilà, je pense que c'est la leçon, si on peut, sans trop en dévoiler. C'est la leçon que l'on pouvait en tirer. D'accord. Vous m'entendez ou pas? Oui. Allô? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Oui, on ne te voit pas. Oui, on t'entend. On ne voit plus. On t'entend, mais on D'accord. ne voit pas. Bon, c'est très bien si vous m'entendez au moins. Ma troisième question serait, ben voilà, j'ai un peu relevé ton côté un peu nationaliste italien, gentiment et et de manière un peu humoristique. Passons un peu au côté nationaliste niçois. Donc c'est un peu de cette manière que tu as fait la promotion de ton livre. C'est un auteur niçois avec une histoire qui se passe à Nice, avec des monuments niçois. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, nous dévoiler quelques lieux que tu as décrits dans ton livre qui sont typiquement niçois, s'il te plaît? Justement pour que les lecteurs puissent prendre des photos souvenirs avec ton livre et justement, sur le lieu dit. Alors, ensuite, ça commence par la promenade des Anglais parce que le tragique événement a été là. Donc, effectivement, on parle de la place Masséna aussi. Donc, on y fait un bref, enfin, du moins, mes personnages y font un bref passage en fanfare, si on peut dire. Il y a le fameux parc, le fameux kiosque en face de la promenade des Anglais sur le théâtre de Verdure aussi, le lieu de recueil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur un ton un peu plus joyeux? Il y a le final qui se déroule à côté, ce que j'ai surnommé l'hôtel Notre-Dame. Je fais un clin d'œil au Mercure Notre-Dame, justement, à côté de Notre-Dame. Donc, sur le rooftop plus particulièrement, c'est là où se déroule la fête finale. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a une partie du livre qui se déroule aussi à Paris, une autre qui se déroule en Bourgogne. C'est une histoire où on va dire assez rythmée, c'est pourquoi il y a plusieurs endroits, mais j'ai donné normalement les grands endroits de Nice. Je ne pouvais pas entrer ensuite en profondeur car là c'était une nouvelle, donc il fallait que je fasse, je ne devais pas rentrer très longtemps dans le descriptif. Contrairement au roman, mais effectivement, on voit la place Masséna, on voit le Mercure Notre-Dame, on voit quelques lieux comme ça. Ben, je ferai une photo dans un de ces monuments, avec en arrière-plan un de ces monuments, justement. Et ma dernière question, et après je laisserai la parole aux autres membres de l'équipe. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre et où est-ce qu'on peut te suivre en dehors des réseaux sociaux, qu'apparemment tu y es beaucoup? Où est-ce qu'on peut s'approprier, acheter ton livre?
Alors, on peut se l'approprier si vous êtes niçois ou si vous habitez dans le coin. Vous pouvez justement le prendre. Il est disponible à la FNAC de Nice. Vous ne pouvez pas le manquer. J'ai eu beaucoup de chance. Le directeur ensuite m'a fait confiance et vous pouvez pas manquer le panneau. Il suffit juste de prendre l'escalator et c'est juste devant l'escalator. Vous verrez ma tête plus grande que moi, un panneau plus grand que moi, avec justement des exemplaires de ce livre. Donc voilà, priorité à la FNAC de Nice si vous êtes niçois. Vous le trouvez très facilement. N'hésitez pas à faire comme la plupart des lecteurs, à prendre votre selfie avec. Ce sera avec plaisir justement que je le diffuserai et que je vous ajouterai à l'album photo souvenir. Par ailleurs, ensuite, on peut le trouver sur le site de ma maison d'édition et très facilement sur Internet, mais également en version numérique pour les personnes qui préfèrent les e-books. Voilà. Et dans ce Perfect. cas-là, par exemple, ça a été un choix de choisir la FNAC de Nice par ton éditeur ou par toi? J'ai beaucoup de chance par rapport à ma maison d'édition qui me soutient dans ma communication. Et c'est vrai que comme ils sont à Paris, pour eux, c'est plus difficile justement de contacter les librairies niçoises. Ils peuvent essayer, mais c'est vrai que les librairies niçoises, plus ou moins grandes, hein, préfèrent justement un contact visuel. Et c'est le contact visuel a une importance très forte et a une très haute importance. Et c'est grâce à cela justement que j'ai pu décrocher la FNAC de Nice. Comme je disais, j'ai beaucoup de chance. Le directeur m'a fait une confiance inouïe et je réalise justement la chance que j'ai. Et c'est vrai que ma maison d'édition va me soutenir quand j'ai besoin de leur appui pour certains salons du livre, par exemple. Moi, j'avais une question. Pourquoi avoir choisi la nouvelle? Et est-ce que tu vas reprendre le 2e tome de ton premier roman? Voilà. Alors, la nouvelle, parce que je voulais faire quelque chose de différent. J'aime bien, ça me donne un peu de piment dans ma vie. Je pense j'avais besoin de nouvelles expériences. Donc, je voulais pas faire 2 fois la même chose, enfin, du moins 2 fois de suite. Donc, après le roman, pour moi, je voulais une nouvelle je pense, une bonne nouvelle. En général, c'est entre 1 et 90 pages. Donc, on a fait 76. Donc, je pense que c'est quand même une nouvelle assez conséquente, à mi-chemin entre le roman. Mais ensuite, donc ça, c'est pour le format de la nouvelle. Essayer, voir si j'en étais capable aussi, tester mes capacités. Et là, pour le 2e roman, oui. Donc, effectivement, il y a un roman, donc, comme Phèdra le soulignait, qui prend du temps, effectivement, à sortir. La suite du premier, qui est très demandé sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Parce que je suis toujours en train de le perfectionner. Je veux vraiment ensuite faire quelque chose de meilleur à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'il prend autant de temps. Mais maintenant, une fois que j'aurai corrigé toutes mes copies, j'aurai les vacances d'été justement pour le terminer, j'espère. Voilà. Bah, merci pour toutes ces explications et ces précisions sur le livre, hein. Ça donne envie Merci. de le lire. Donc, Merci on Marie pour arrive l'accueil. vers la fin de l'émission, à part si Alexandra a un mot à ajouter sur quelque chose. Moi, je voulais poser une petite question qui potentiellement pourrait... enfin, tout le monde peut participer, hein, pas uniquement à Mickaël. Je voulais savoir donc qu'est-ce que vous pensez du monde de l'édition aujourd'hui et des conséquences qu'a le numérique sur ce monde-là? Moi, moi, je pense que le numérique, c'est bien pour, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les gens qui veulent se faire publier immédiatement. Mais ou par exemple, il y a une plateforme, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de Whitepad, et de se faire connaître autrement que les maisons traditionnelles, le papier qui est de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué de se faire éditer, parce qu'on prévoit la mort du livre, mais à mon avis, le numérique sera un complément du livre. Parce que par exemple, dans certains livres numériques ou des plateformes, etc., on peut avoir des compléments, par exemple, aller chercher du vocabulaire en cliquant sur le mot,
comme sur Kobo, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça va être complémentaire. Voilà. Et puis, on peut aussi dire que le numérique, par exemple, dans notre situation de crise et de confinement, il y a une plateforme qui s'est mise en place, c'est soutien-commerçant-artisan.fr, et il y a pas mal de librairies justement qui, grâce à ça, ont pu faire des bons d'achat pour avoir de la trésorerie et tenir, puisqu'ils n'ont pas pu ouvrir et donc vendre des livres. Donc, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec Phaedra sur cette complémentarité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Michael. Exactement. Pour moi, il faut dire ce qu'il en est. C'est malheureux de le dire, mais pour moi, le confinement a été une aubaine, justement par rapport, grâce au numérique. C'est vrai que mon livre est sorti peut-être 2 semaines avant avant la fin du confinement, et plusieurs personnes justement sont liées à la maison et ont commandé le livre en numérique. Donc, c'est vrai que le numérique représente aujourd'hui 1/3 de mes ventes. 1/3, ce n'est pas rien. C'est quand même quelque chose qui accompagne, et il y a un prix, on va dire, plus attractif pour certaines personnes. Donc, ça peut être un argument de vente, et on peut le transporter avec soi un peu partout. Donc, je pense que le numérique n'est pas à négliger. Ensuite, est-ce que le numérique prendra le pas sur la version physique? Pour l'instant, je ne pense pas, car je vois qu'effectivement 2/3 préfèrent la version physique, ne serait-ce que pour le papier, en fait, le toucher avec le papier, pour la dédicace, pour garder un souvenir. Et j'espère personnellement que les personnes garderont justement ce goût, car un livre a plusieurs vies. Si moi, demain, je veux me débarrasser de mon livre, soit je le revends, soit je le donne, et à partir de là, il va connaître une autre personne, et etc., etc. Donc, pour moi, la version papier peut me survivre quand je serai mort. Il y aura toujours du moins des livres physiques, du moins j'espère, mais au moins, c'est quelque chose qui peut me survivre, alors qu'un fichier numérique, en 2 clics, Il part à la poubelle. il part à la poubelle, il part à la corbeille. Moi, je pense que que le numérique est un kairos, comme le disaient les Grecs. C'est un kairos, c'est un big event. Enfin, grosso modo, hein, c'est un big événement. Alors, positif, négatif, mais un événement qui est assez fort pour que l'on repense notre manière de voir les choses. Et je pense que le numérique, c'est complètement ça. C'est-à-dire que on aura beau dire, moi je sais que voilà, Michael, quand il m'a envoyé son livre en version numérique, j'ai mis énormément de temps à le lire, hein, parce que c'est un écran, c'est froid, j'accroche pas trop. Je crois que j'ai dû mettre 1 mois à le lire, tellement j'accroche pas, quoi. Enfin, je veux dire, alors que le livre, lui, on se l'approprie. Je l'ai lu en 2 heures, parce que bon, c'est assez court, et c'est là où je me suis dit non, là ouais, peut-être t'es passé de 1 mois, 1 heure à 2 heures, c'est quand même un peu bizarre, mais on a encore, il existe encore ce fétichisme du livre. Et je pense qu'il existera toujours. La mort du livre ne peut pas exister en tant que telle, et je ne pense pas qu'elle n'arrivera pas de sitôt, parce que les gens ont encore ce besoin de prendre le livre, de le garder. Moi, mes livres, enfin, je veux dire, il y en a qui datent de lorsque j'étais adolescente. Il y en a certains qui sont au Maroc, il y en a certains que j'ai donnés et qui restent encore dans la bibliothèque de mes amis un peu partout dans le monde. Et c'est aussi ça, le livre. C'est-à-dire que c'est pas simplement un objet que l'on garde et que l'on jette, c'est aussi une histoire, comme disait tout à l'heure Jamila. Et je pense pas véritablement que le numérique est quelque chose de négatif, mais c'est une autre manière de concevoir le livre, c'est une autre manière de lire, c'est aussi un autre besoin. Il y a des personnes qui ne lisent qu'en numérique, enfin qu'en version numérique. Donc voilà, il y a une population, il y a eu un besoin, il y a une demande, mais c'est pas l'ensemble de la population qui va du jour au lendemain comme ça quitter et arrêter de lire des livres version papier du jour au lendemain parce que le numérique est là. Je n'y crois pas trop.
Et j'espère pas. Mm. Voilà, mon avis. Merci Nawel. En tout cas. C'était Bon, bah, un peu long, mais bon, avouez que non, c'était ça va. intéressant. Alors, pour terminer, parce que je crois que Quentin, il m'a oublié, moi, j'aimerais vous parler d'un autre livre qui vient de sortir juste aujourd'hui, qui vient de paraître et qui concerne aussi Nice, puisqu'on est à côté. Il s'agit de Les Sentinelles. Donc, Les Sentinelles, en fait, c'est un livre qui a été écrit par Teresa Mafféis et Aurélie Selvi, donc que je connais, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir que cet ouvrage est paru aujourd'hui. Alors, Les Sentinelles, qui en fait qui est de 300 pages, qui est paru aux 10 000 € et qui a un carnet de bord sur la migratoire à la frontière italienne. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Tania, parce qu'on ne t'a pas très bien entendu. Alors, en fait, ce livre est un peu un carnet de bord, justement. Donc, Aurélie Selvi, qui est journaliste, et Teresa Mafféis, pour ceux qui la connaissent, qui est militante aussi des droits humains, ont suivi depuis 2015 la crise qu'il y a à la frontière de Vintimille et ont rencontré énormément de personnes exilées. Elles ont dressé aussi le portrait de ces gens. Et également des solidaires, c'est-à-dire le boulanger qui a aidé. Enfin, voilà, c'est des gens qui ont pu aider comme ils le pouvaient. Et elles en ont fait ce livre et elles ont eu la chance d'avoir cette maison d'édition qui les a suivies. Ce livre a aussi la participation de plusieurs artistes, dont Edmond Baudouin, qui est dessinateur. Il y a aussi Ernest Pignon-Ernest. Et donc, je vais vous montrer, si vous voyez quelques illustrations. Alors, attendez, parce que je suis sur la préface, là, mais c'est tout au début. Vous voyez l'écran, là? Oui. Voilà. Donc là, c'est la couverture. Par exemple, c'est un dessin d'Edmond Baudouin. Puis ensuite, il y a d'autres. Il y a aussi Jacques Ferrandez. Hein, ça, c'est un dessin de Jacques Ferrandez. Un dessin à l'encre? Comment? Un dessin à l'encre? Voilà, donc c'est des illustrations qui ensuite ont été imprimées avec les récits de vie coécrits avec Teresa et Aurélie. Voilà. Et donc, il est aussi par rapport à la, comment dire, à la Journée mondiale des réfugiés qui a lieu le 20 juin. Voilà. Donc, il pourra être trouvé également dans les librairies à partir d'aujourd'hui. Voilà. Merci pour ce Tania. partage. Merci. On en reparlera. Pour terminer, à part si quelqu'un a un mot à rajouter, je vais laisser le mot de la fin à Michael en lui posant une question. Quel est le message que tu voudrais faire passer aux jeunes auteurs? Quel conseil tu pourrais leur donner? Je pense d'écrire avec son cœur. Et c'est le conseil, on va dire, bateau, mais je crois que c'est quelque chose qui est vraiment valable. On ne peut pas être un vrai auteur si on n'est pas prêt à se livrer entièrement, que ce soit qualité et défaut. Et je pense que ce sont surtout toutes ces petites choses qui nous rendent humaines, qui font apprécier l'œuvre aux personnes. Donc ça, et ne pas hésiter à démarcher, que ce soit les médias, les librairies. Il suffit juste de croire en son œuvre et si eux sont persuadés qu'elle sera bonne, je pense qu'ils auront les capacités, je suis même convaincu qu'ils auront les capacités de convaincre les autres personnes aussi. Merci pour ces conseils.
Donc, juste pour finir, donc, je rappelle les 3 livres dont on a parlé aujourd'hui. Donc, Contre toute attente, donc, ton livre, Michael Brice. Ensuite, on a Gigi et les fourmis, donc de Jamila Jab et Amel Jab, voilà, que nous montre Cyrine. Et enfin, le livre Les Sentinelles, dont Tania nous a parlé, donc coécrit par Aurélie Selvi et Teresa Maffeis. Voilà, donc nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux comprendre le monde de l'édition, mais aussi du coup de découvrir des livres et de vous donner envie de les lire. Donc vous pouvez vous pourrez plutôt retrouver de nombreux liens dans l'article disponible sur notre site ligne16.net pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Et enfin, nous vous remercions pour votre écoute et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission, peut-être même en présentiel. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci pour votre accueil. Merci Michael Brice. Un peu de professionnalisme, s'il vous plaît. Merci à tous.